Bonjour. P The Builder, aujourd'hui accompagné de Mam, dit Mam Lee. Hein. Enchanté. Salut Mam. Ça va? Ouais. Parmi nous? Ouais, et ravi d'être parmi vous et d'aborder plein de sujets qui pourront intéresser une majorité de personnes. J'espère répondre à des questions. Présente-toi d'abord, dis-nous qui tu es. D'accord. Donc, je suis Mam Lee. J'essaie de voir par quel aspect présenter les différents domaines dans lesquels je travaille. Mais le gros de mon activité, c'est de conseiller et d'accompagner des sociétés qui s'implantent en Afrique. C'est ce que je fais officiellement depuis 2011 entre des sociétés en Occident et des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, entre autres. Europe, Afrique de l'Ouest. Un peu d'Europe, beaucoup de Turquie, beaucoup de pays asiatiques, indiens et quelques pays européens comme l'Angleterre, l'Allemagne. Enfin bon, les grands groupes en général ou les grandes sociétés, elles n'ont plus vraiment de nationalité, quoi. Ok. Tu as grandi ici en France? Non, moi je suis né au Sénégal. Je suis venu en France à l'âge de 6 ans. Et 30 ans après mon arrivée en France, je suis retourné au Sénégal. C'est quoi ton parcours scolaire? Basique, collège, lycée, un BTS en gestion et informatique et entrepreneur depuis 1996. 96, tu as commencé? Ouais. Ok. Informellement, après, on a monté des sociétés, on a travaillé dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais qui m'ont permis d'apprendre et surtout d'avoir un réseau sur lequel m'appuyer dans mes activités du quotidien. Tu as commencé depuis l'école, tu étais encore en cours quand tu as commencé tes premières... Ouais. Je suis passé par la case livreur de pizza au lycée. Après, j'ai monté ma première activité de livraison de presse quand je passais à la fin de ma première. En terminale, j'ai commencé à me renseigner pour savoir comment on monte une société, parce qu'on ne savait pas du tout. Et à côté de ça, on était aussi dans la musique. Je produisais un groupe de rap. Et d'ailleurs, la musique, la communication, de là, on est allé dans le booking, dans l'organisation d'événements. Et après, on s'est mis complètement dans le business, quoi. Ce qu'on appelle le business, c'est-à-dire que c'était travailler avec des sociétés, proposer des services. D'abord, ça a été dans la com. Après, comme je disais, c'était dans le booking. Et à partir de 2006, j'ai commencé à regarder vers l'Afrique. Et en 2011, je suis parti en laissant tout ici. Ok, il s'est écoulé 10 ans entre-temps. Entre 96, où tu as commencé tes débuts, et 2006. C'était l'apprentissage parce que en fait, plus on travaille, plus on se rend compte des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Et plus on se familiarise à son environnement et on est plus apte à connaître ses lacunes. Donc on met beaucoup de temps à essayer de combler les lacunes. Et au moment opportun, là, on saute le pas. Moi, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Parce que souvent, on pense qu'on a besoin de beaucoup de choses pour passer le pas, alors c'est en passant le pas qu'on acquiert la réelle expérience. Parce que l'expérience, ce n'est pas d'avoir déjà fait, pour moi, c'est d'oser le faire, quoi. Une fois qu'on a osé le faire, on a l'expérience. Donc, tu te fais 10 ans d'expérience dans différents corps de métier, où tu prends plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes, plusieurs échecs, plusieurs expériences de vie différentes, quoi. Et surtout rencontrer plein de gens, des gens totalement différents, des gens de mondes, d'horizons totalement différents, dans des pays, des continents différents. Et c'est l'addition de tout ça qui, je pense, permet d'aborder les choses avec soit un trop plein d'optimistes, soit être trop réaliste ou... dans mon cas, ces échecs, comme ces expériences diverses, je me suis dit, mais ce qui est possible aux États-Unis ou ailleurs est forcément possible dans nos pays d'origine. À ce moment-là, t'es où? T'es toujours ici? À ce moment-là, je suis en France. T'as une boîte? Oui, on avait une boîte principale et on organisait des événements en Europe. Dans l'événementiel? Oui, dans l'événementiel. Et de là, on a commencé à travailler dans de la communication pure, c'est-à-dire communiquer pour des groupes,
D'abord, on a commencé à communiquer à travers des événements, puis faire de la communication pure et après conseiller ces sociétés. Parce que bon, des fois, quand ils voient que vous êtes touche à tout et que vous arrivez à faire certaines choses que leur bureau marketing ou comme n'arrive pas à faire, ils vous demandent d'autres choses. Et ça vous permet de vous rendre compte qu'il y a des choses dans lesquelles vous êtes à l'aise sans pour autant avoir fait de grandes écoles de commerce. Mais ce sont des gens diplômés sortis de grandes écoles qui viennent vous demander conseil. Donc ça vous permet de prendre confiance et après d'avoir certaines initiatives. Pour moi, c'est de me dire, mais ce que je fais ici en France, est-ce que c'est pas possible de le faire au Sénégal déjà? Et ces sociétés que je conseille, pour des choses, pour des petites choses, hein, est-ce que je peux pas les conseiller pour des plus grandes choses ou des choses comment dire, plus intéressantes pour moi dans mon pays? Dans ton pays. Donc c'est à force de l'expérience de ton travail que tu fais, que tu te décides à te dire mais pourquoi je ne ferais pas la même chose au pays? Ça commence comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est qu'en fait, bon, vous pouvez discuter par exemple avec une société pour leur faire un spot de pub. Et à travers ce spot, ils vous disent, est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un? J'aimerais installer un bureau, ouvrir un département là-bas ou telle chose. Ou il y a un marché où j'aimerais participer, il y a un appel d'offres. Est-ce que vous pouvez nous aider à la rédaction? Et puis, vous osez dire oui sans être sûr à 100%. Et en fait, il s'avère que vous le faites plutôt bien, quoi. Ok. Donc là, du jour au lendemain, il y a une préparation. Tu te dis, bon, on transfère toute l'activité là-bas, j'emmène mon équipe, je pars tout seul. Je suis parti seul. En fait, je suis parti sur un projet. Enfin, je suis parti à la base, je suis rentré au Sénégal parce que depuis 2007, j'avais un projet culturel entre le Sénégal et le Brésil. Okay. Et donc, je me suis dit, je peux pas travailler sur ce projet-là de Paris. Il faut que je sois à Dakar pour vraiment être au fait du travail à abattre et des réalités. Donc, je suis parti pour un projet qui était précis. Et de 2007 à 2009 à faire des allers-retours. Après, j'ai travaillé pour disons un client ici de 2008 à 2011. Et quand ce client est rentré au Sénégal, je suis rentré avec lui. Enfin, okay. Pas avec lui, mais j'ai décidé de rentrer à ce moment-là et de m'établir définitivement là-bas. Mais je faisais des allers-retours depuis 2006. Depuis 2006. C'est quoi ce projet qui t'a dit que tu devais rentrer? En fait, nous, c'est une suite qui a l'air logique aujourd'hui quand je regarde les choses avec du recul. Nous, on travaillait principalement sur des événements, de l'événementiel, qui étaient culturels. Il y avait de tout, ça va de la musique à la mode, à toutes les choses qu'on a l'habitude de faire ici en France. Et en travaillant sur ces projets, on a vu que tout le monde n'avait pas le même accès à la culture. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, bon, c'est que les gens n'étaient pas intéressés, les gens n'étaient pas curieux. Mais en fait, il y a des disparités entre la culture et son accès. Et c'est après, dans le travail, qu'on a compris que c'était l'accessibilité à la culture. Donc, c'est de là où, en découvrant que cet obstacle avait un nom et avait une cause, je me suis dit, c'est quand même dommage que nous, notre communauté ou les jeunes qui sont les premiers producteurs de culture en soient les premiers écartés. Ils sont aussi bien écartés de l'accès à la culture, c'est-à-dire pouvoir profiter, je ne sais pas, aller au théâtre, au cinéma. Quand on parle d'accès, c'est d'accès, par exemple, aux salles, à la production culturelle. Et aussi, ils sont bloqués dans le business de la culture, dans l'industrie. Moi, quand je me suis essayé à la production, j'ai bien vu que j'avais pas les mêmes accès aux médias, aux maisons de disques, aux salles de concert. Enfin, voilà, on était les producteurs, mais on n'était pas réellement acteurs de l'industrie. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur l'accessibilité à la culture, notamment avec le Brésil, et un événement sur lequel j'ai travaillé, qui est le FESMAN, qui est c'est l'événement sur la culture noire. Qu'il y avait entre différents pays. Je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas notre mot à dire dans ça, dans la culture.
C'est-à-dire aussi bien du côté business que du côté de générer de la culture. Et c'est de là où je me suis dit autant faire une croisière entre les États-Unis, le Brésil, l'Europe et le Sénégal, Gorée en particulier. Et en essayant de faire cette croisière, ça a été aussi un gros échec. Parce que c'est un métier, on se rend compte que chaque domaine a ses experts, ses spécialistes et qu'il faut être armé de connaissances pour faire certains projets qui sont très techniques, très précis. En rentrant, j'ai vu les difficultés, les obstacles, qu'ils soient financiers, organisationnels, légaux. Enfin, il y a énormément d'obstacles. Et une fois rentré pour cette croisière, pour pouvoir préparer cette croisière, j'ai dû travailler avec différents clients. Enfin, j'ai eu des clients qui m'avaient sollicité d'Europe ou de là-bas. Et on a travaillé sur différents projets dans des domaines qui n'ont rien à voir avec mes activités d'origine, qui vont de l'énergie au traitement de déchets, au génie civil. Et d'abord, c'était principalement un travail d'intermédiation, c'est-à-dire de mettre ces sociétés en rapport avec l'administration, de les aider dans leurs procédures, dans leurs démarches, dans le montage de leurs dossiers. Et après, on est rentré dans l'organisationnel, c'est-à-dire qu'après, c'était comment, une fois qu'ils obtenaient un marché, comment l'exécuter. Après, c'est rentré dans l'aspect financier. Si vous obtenez un marché, vous l'exécutez. Comment sécuriser vos paiements, parce que vous travaillez avec l'État, donc l'administration, qui ont des délais autres que les délais du business. Donc, comment être sûr que ces gens-là vont vous payer en temps et en heure et ne pas mettre en péril vos activités, quoi. Là, tu as été trop vite. On va revenir au départ culturel où tu as envie de donner l'accès aux jeunes. Quand tu dis tu donnes accès, pourtant en France par exemple, l'accès au musée, c'est gratuit. Oui, mais c'est ça justement, c'est que là, pour moi, la France, là où c'est particulier, c'est qu'on a un libre accès. Il n'y a personne qui vous empêche de sortir de chez vous et d'aller dans un musée. Voilà, ou dans une bibliothèque. Voilà. Mais l'accès, c'est aussi donner le chemin. C'est pas tout de construire le musée. C'est gratuit, voilà. Mais en fait, on ne sait pas comment y aller et pourquoi y aller. C'est que, bon, ça après, c'est social. Moi, je n'invente rien. La culture, elle vous touche plus dans certains comment on appelle ça, dans certaines classes socio-économiques que dans d'autres. Mais moi, je pars du principe qu'un État riche comme la France peut pallier à cette disparité. C'est-à-dire que vous veniez d'un milieu super aisé ou un milieu, comme ils disent, défavorisé, l'État peut combler ce manque, c'est-à-dire qu'il peut faire en sorte que la culture vous est accessible et vous attire. Il y a tout un travail. C'est quand l'État fait, par exemple, un travail pour sensibiliser les gens au Covid, il ne se demande pas s'il va parler qu'aux gens aisés ou qu'aux gens qui n'ont pas les moyens. Il parle à tout le monde. Ils veulent que tout le monde sache qu'il faut de la distanciation sociale, il faut faire attention à telle ou telle chose. Quand l'État veut faire quelque chose, il le fait. Donc si l'État voulait que, de la même manière qu'on intègre les risques et les dangers d'un virus ou d'une maladie, on peut intégrer les bénéfices et les choses positives à être familier à la culture. C'est-à-dire que si on veut que les jeunes aillent au cinéma, mais c'est pas seulement de l'intégrer dans le programme scolaire, c'est de faire en sorte que c'est normal. Quand on veut que les gens fassent du sport, on fait des spots, manger, bouger, on fait plein de choses pour que les gens fassent du sport. On met en avant les sportifs, on fait participer des sportifs à des événements qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui attireront les gens à l'activité physique. Pour moi, c'est la même chose avec la culture. Si on veut que les gens aient accès à la culture, c'est bien de construire des musées, des cinémas, de donner des places gratuites, ces choses-là, mais c'est aussi bien de les motiver et de les sensibiliser à accéder à cette culture. Cette partie n'est pas vraiment faite. Moi, plus jeune, j'avais peur des bibliothèques, par exemple. Oui, mais tout ça, je pense que c'est délibéré. Je veux dire, il y a des gens qu'on écarte de la culture. Quoi qu'on dise, la culture des gens cultivés, ça fait peur à certaines personnes. Nous, on a grandi avec le rap où il disait « le savoir est une arme ». Moi, c'est la première phrase que j'ai retenue de différents morceaux de rap. Et c'est vrai. Et la culture, c'est le savoir.
qu'on en sache beaucoup sur des sculpteurs ou beaucoup sur des peintres ou des écrivains, c'est de la culture. Donc, ta première idée, c'est d'essayer d'apporter ça à travers ce fameux projet de croisière de 3-4 pays. Voilà, mais en fait, la croisière, c'était un prétexte, mais c'était surtout d'utiliser tous les outils technologiques qu'on a aujourd'hui pour intéresser les gens. Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a nos gouvernements, nos États qui ne font pas le nécessaire, mais il y a aussi nous-mêmes qui ne relayons pas suffisamment ce que nous, on a compris. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi qui sait que la culture est importante, à part le donner à mes enfants, je ne fais pas un travail pour le donner à la communauté. Quand je parle de la communauté, c'est tout le monde. Ouais, large. Manque de transmission. Exactement, c'est ça. C'était le terme que je voulais dire. Mais la transmission, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. La transmission, en rentrant au Sénégal, j'ai vu la place que ça avait dans notre culture. Okay. C'est que malheureusement, on est un peu déconnecté de notre culture, mais les cultures basiques, enfin pas basiques, mais traditionnelles, elles ont tous cette transmission-là. C'est ça la culture, c'est de transmettre quelque chose. Nous, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en France, dans les campagnes, il y a de la transmission. Mais maintenant, dans nos villes, il y a des selfies et des réseaux sociaux. Mais les gens ne font pas l'effort de partager, de transmettre. Ok. On est là, on partage, on transmet, on essaye, on fait ce qu'on peut, on réfléchit, on organise. Les années, elles commencent à avancer, à défiler. Le projet, il a duré combien de temps? Le projet, je l'ai mis en stand-by en fin 2013. Ok. Parce que financièrement et techniquement, ce n'était pas possible. Et il y a eu la crise de 2008 qui a déjà quasi détruit le projet. Pas détruit, mais enlevé. Il a fait tanguer le projet. C'est exactement le mot. Et ensuite, c'était plus difficile à mettre en place parce que mes partenaires au niveau des États-Unis et du Brésil n'étaient plus les mêmes. Okay. Donc, il fallait recommencer un travail à zéro. Et puis, il y a les réalités qui font que faut bosser, quoi. Il faut continuer de payer son loyer, il faut continuer de manger. Là, tu te retrouves là. Ouais, je me retrouve 2012, rentré à Dakar avec mes valises et il n'y a plus de projet. Celui-là, il vient de se finir. Non, celui-là, il suffit Non, celui-là, il n'est pas fini parce qu'il n'a pas été exécuté. Tant que je ne l'ai pas fait... Donc, il est dans les dossiers. Il est dans les dossiers, mais il demande... une énergie énorme. énorme. Donc, comme tout entrepreneur, celui-là, il rentre dans son petit dossier, dans son petit casier. Quand on aura les éléments clés qu'il faut pour pouvoir le lancer, tu le lances. Là, tu te retrouves à te mettre à bosser ou à créer encore une nouvelle boîte à ce moment-là. J'ai créé une boîte au Sénégal et j'ai accompagné des sociétés à l'implantation de leur boîte. Création, développement... Des boîtes étrangères. Tout ça, boîtes étrangères. Des boîtes du pays. Boîtes étrangères. J'ai travaillé principalement avec des boîtes étrangères et aussi quelques Sénégalais qui rentraient au Sénégal. Qui voulaient installer leur business là-bas. Ok, là déjà l'idée, le cheminement, il devient comment? Là, on sort complètement de la culture. Ah oui, non, là on est corporate. Ouais. Là, c'est business pur. Ok. Ouais. Et cette idée-là, elle arrive comment? Comment elle travaillait? Tu l'avais déjà en toi ou c'est un déclic? C'est ce qu'on faisait de manière informelle. Après, on l'a formalisé et j'ai regardé comment ça se faisait dans ce domaine-là. C'est-à-dire, il y a des gros cabinets, des très gros cabinets qui font ça depuis des décennies. Et c'était comment le faire à mon échelle, quoi. Ok. Quelle était ton échelle? C'était moi tout seul. Toi tout seul. Comme tout début. Ouais. Et donc? C'était moi tout seul, un bureau, un ordinateur, et là, téléphone. Tu t'appelles, tu te mets à chercher les gens. Non, j'avais déjà des gens parce que j'avais quand même quelques relations, tout ça. Donc c'est déjà voir autour de moi avec qui travailler et qui pourrait faciliter mon travail. Et c'est ce que je conseille à tous mes clients, c'est déjà voir dans son premier cercle sa base et voir comment utiliser cette base comme fondation solide. Ok.
Ça, c'est des études qui t'ont permis, c'est ta logique d'entrepreneur. C'est toutes mes galères. C'est toutes les galères, toute ton expérience qui t'a permis de te dire, bon, là, je commence ce nouveau projet et je vais déjà regarder dans mon premier cercle d'entrepreneurs qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire grandir ce projet qui s'appelle comment? La boîte s'appelle Réunion First Africa. Ok. Et comment tu démarches, donc, du coup, après, une fois que tu as contacté, comment tu démarches le reste? Par chance, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2-3 sociétés avec qui j'ai travaillé. Ça s'est bien passé. Et puis, le bouche à oreille et les différentes personnes qui tournaient autour de ces projets-là ont ramené des clients au fur et à mesure, des bons clients comme des mauvais clients. Parce que ce qu'il y a dans ce domaine-là, c'est que des fois, par exemple, quelqu'un qui vient pour un projet, le problème peut venir soit de l'environnement local, de l'administration, de là où on implante le projet, soit du client, parce qu'il y a des clients qui sont pas sérieux. Dans quel sens? Parce que c'est l'Afrique ou c'est eux humainement Soit eux humainement, il y a des gens malhonnêtes dans tout, soit le fait que ce soit en Afrique, ils sont tout de suite, ils deviennent exotiques. Ils oublient le b.a.-ba de tout projet, quoi. C'est-à-dire ils travaillent de manière sans rigueur. Voilà. Parce que c'est l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique, parce que c'est l'image qu'ils ont de l'Afrique. Et parce qu'une fois qu'ils viennent, je ne sais pas si c'est le climat ou si c'est l'environnement, mais ils ne se posent plus les questions qui seraient posées pour le même projet en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Par exemple, des fois, on a un Sénégalais qui est ici, qui est de France, qui va aller faire un projet au Sénégal. Et la rigueur qu'il avait en Europe, il ne l'applique pas au Sénégal. Il n'y a pas une forme de fatigue Non, moi je pense que ça, c'est vraiment Après, ça, c'est mon avis. Je pense que ça, c'est vraiment l'imaginaire qu'on a de notre continent. C'est l'image qui a été véhiculée par notre continent et ce que les gens ils ont comme ressenti. Parce que moi, par exemple, j'ai plein d'amis qui sont allés immigrer au Canada ou aux États-Unis. Et quand moi, je suis parti au Sénégal, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Alors qu'ils sont de la même origine que moi. Voilà, des Camerounais, des Congolais, d'autres Sénégalais ou des Maliens qui vont aux États-Unis mais qui ne viennent pas au Sénégal. J'ai parlé avec un de mes amis qui a ouvert une boulangerie à New York et je lui dis tu vois, si tu avais ouvert cette boulangerie au Sénégal, tu aurais peut-être plus d'argent que tu n'en as à New York. Mais c'est que dans notre tête, la réussite ou les risques qu'on prend, ils valent mieux le coût d'être pris pour les États-Unis que pour l'Afrique. Par rapport à une forme de stabilité, il se dit qu'au States, il va être en dollars, il va être stable financièrement. Non, même pas. Je pense que ce qu'on se dit, on n'a pas à se dire des choses. Il y a des faits. Enfin, c'est comme tout business, il y a une étude de marché. Voilà. L'étude qu'on applique aux États-Unis, c'est la même qu'on applique au Sénégal. Si on reste sur l'exemple de la boulangerie, quand on ouvre une boulangerie, on regarde où est-ce qu'elle est située, combien il y a de clients, quels sont les prix, les fournisseurs, toutes ces choses-là. C'est la même chose qu'on fait au Sénégal. Et à étude de marché égale, le marché américain n'est pas plus porteur que le marché sénégalais. Oui, mais c'est vrai que psychologiquement ou dans l'esprit des gens, il va avoir peut-être plus de difficultés avec nos employés. Il peut avoir des difficultés peut-être avec la matière première. Non, mais ça, c'est justement quand on fait... Voilà, ça, c'est ça, c'est ça, l'esprit, c'est irrationnel. Tu vois, si on reste sur les faits, les employés, c'est de la formation et du management. Il y a des bons employés au Sénégal comme il y a des bons employés aux États-Unis. Ici, moi, quand je regarde les travailleurs ici en France, les meilleurs travailleurs, ceux qu'on voit à 5 heures dans le métro, qui sont toujours à l'heure au boulot, c'est les nôtres. Oui, mais c'est parce qu'ils sont là. Oui, mais après les règles qu'on s'impose ici, il faut se les imposer partout. Oui, mais on est d'accord. On est d'accord qu'au pays, il y a beaucoup... cet employé qui est dans la rigueur en France, je te challenge dans notre échange. En France, il va venir, il est absent, on lui coupe son salaire, il peut se faire virer rapidement. Voilà, mais ça c'est vraiment un très bon exemple que tu as donné. C'est que
si on prend le même exemple au Sénégal ou dans un autre pays, les règles qu'on applique en France, on doit appliquer les mêmes règles là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas parce que dans notre culture, par exemple, quand on n'a pas la même culture du renvoi. Voilà. Ouais. Renvoyer quelqu'un d'un travail au Sénégal, c'est un crime. Voilà, c'est perçu comme voilà, on handicape toute une famille. Mais ça, c'est de l'affectif. Quand on est dans le business, on doit prendre les bonnes choses de notre culture, mais on doit aussi avoir ces triggers. Parce que dans notre culture aussi, quand on ne tient pas parole, c'est un crime encore plus grave que de renvoyer. Quand on ne tient pas parole. Voilà, quand on dit qu'on va arriver à 8h et on n'arrive pas. Mais on prend de notre culture ce qui ne... Non, dans la culture, moi je passe la moitié de mon temps dans des villages. Un villageois, quand je dis un villageois, ça n'a absolument rien de péjoratif. Quand vous avez des gens dans un village qui s'engagent à faire quelque chose et qui ne le font pas, ils n'osent pas vous regarder. Parce et dans que là, c'est leur... dans la capitale, comme dans nos capitales ici en Europe, l'urbain, ça a émietté beaucoup de nos valeurs. Voilà. C'est le côté... on le voit ici en France, hein, le côté ville et campagne. Quand on parle d'hospitalité, l'hospitalité en ville et en campagne, c'est pas la même. Parce que les valeurs des gens des campagnes comme les valeurs des gens des villages, elles sont pas les mêmes. Moi, quand je dis aux gens qu'ils doivent être rationnels dans leur approche avec l'Afrique, c'est qu'ils doivent avoir la même approche que pour n'importe quel pays. Mais vu que c'est nos pays, on a un avantage. On est quand même des gens de deux cultures différentes. Quand on ose partir aux États-Unis sans papier pour le rêve américain, pourquoi ne pas oser aller dans son pays d'origine avec un réseau déjà sur place, avec des avantages, on a ses papiers, avec même une bonne image parce qu'on est bien vu. On sait très bien que nous, Européens, quand on rentre au Sénégal, on est bien vu. Que ce soit un Européen l'Européen caucasien ou l'Européen afro. Les deux. Les deux sont bien vus. Ah oui, ils sont très bien vus. À quel niveau du business? À tous les niveaux sociaux du business? C'est-à-dire quand tu es une grosse boîte, quand tu es une petite boîte, quand tu es le jeune du quartier qui va monter son petit business? On prend un exemple. On prend un Sénégalais pur souche et moi qui arrive devant une banque. Le banquier va instinctivement me trouver plus solvable. Alors que je n'ai peut-être pas plus... J'ai peut-être moins de moyens, j'ai peut-être moins de qualifications. Parce que tu viens avec l'euro. Mais je viens avec l'euro, il n'a pas vu l'euro. L'euro, il le voit. Tu vois, non, oui, voilà, voilà, tu viens. Moi, j'ai rencontré des gens extrêmement riches. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est pas la même comptabilité, on va dire. Non, mais même des gens qui ont des sociétés compagnons sur rue et qui font des chiffres d'affaires c'est une fois en le découvrant qu'on se rend compte à quel point le marché est énorme et porteur. Avant de continuer là-dessus, parce que c'est super intéressant, je veux revenir sur ce que tu as dit sur l'émotion. Ça veut dire qu'il y a beaucoup en Afrique, on travaille beaucoup avec l'émotionnel, la sensibilité émotionnelle, plutôt qu'avec... qu'est-ce que je veux dire? Business is business. Non, c'est qu'en Afrique, il y a quand même... moi, c'est ce que j'ai vu dans différents pays, en Afrique de l'Est comme en Afrique de l'Ouest. Nos cultures sont quand même basées sur une bienveillance. On ne peut pas faire des choses complètement au détriment de l'autre. Voilà, c'est par exemple, même nous, même au Sénégal, par exemple, quand on fait du commerce, il y a le prix d'achat, la marge et le bénéfice. À partir du moment où le bénéfice est excessif, c'est plus du bénéfice licite. Ça, c'est des choses qui n'existent pas dans le business pur. Ça, c'est dans la loi ou c'est culturel? Non, c'est culturel. C'est culturel. Non, la loi sénégalaise et la loi française, c'est la même. De toute façon, les pays ont les mêmes lois à peu près. Mais on n'est pas dans l'émotion. C'est qu'il y a certaines valeurs culturelles, comme certaines valeurs culturelles qu'on ne retrouve pas en Asie. En Asie, on ne fait pas du business comme en Afrique ou comme en Europe. C'est chaque contrée a ses spécificités culturelles qui influencent le business. Après, le business international, il n'a pas de base. Mais
Moi, par exemple, le traitement des employés, c'est quand on monte une société en Afrique, on est obligé, qu'on le veuille ou non, d'intégrer le RSE. Enfin, le RSE, c'est quelque chose de nouveau que les grandes sociétés font, mais ça, c'est intrinsèque dans nos sociétés. On ne peut pas être chef d'entreprise, générer des profits et quand on a un employé qui a un décès ou qui est malade, on fait comme si on ne le connaissait pas. Ça n'existe pas. C'est pas culturellement, c'est pas quelque chose de possible. Précise-nous, dis-nous, c'est quoi le RSE? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est tout ce qu'une entreprise peut faire de bénéfique dans l'environnement où il exerce. Ça, c'est en Afrique? Non, ça, c'est partout. C'est toutes les sociétés grosses sociétés ont un département RSE. C'est le volet social des sociétés. Et ça, moi, je l'ai retrouvé dans la plus petite entreprise ou même l'administration. C'est-à-dire, on est forcément en lien. Ça, c'est notre culture. Nous, et c'est un peu aussi, c'est propre à toute l'Afrique et c'est aussi comme ça en Amérique du Sud. Les gens, ils sont pas individualistes comme en Europe ou aux États-Unis. Moi, c'est ça aussi qui m'a plu dans le fait de travailler dans nos pays. Ouais. On y va, on développe. Tac, tu rencontres des petites et des grosses boîtes. Ouais. Tu te décides de les aider à organiser leur développement sur le territoire à ce moment-là. Tu t'y prends comment? Je me décide pas à les aider. Je signe un contrat et j'ai des honoraires pour ça. Pour quelques sociétés, ma mission, elle est précise. Quand on dit implantation, c'est peut-être la mise en place d'une usine ou l'étude, ou ça peut être l'étude d'un projet, les études techniques, études de faisabilité, l'impact social et environnemental. Pour d'autres sociétés, ça peut être de la comptabilité pure, comme je disais, sécuriser les paiements. Moi, ce qui se passe, c'est que ces sociétés-là, par le biais de la prospection ou du réseau, elles me contractent pour une mission que j'essaie d'exécuter. Quand elle est bien exécutée, tout se passe bien, je suis réglé. Quand elle n'est pas bien exécutée, y a une défaillance dans la mission et voilà. Mais tout ça s'est passé comme ça a l'air très technique, mais ça s'est passé tout à fait naturellement. C'est des gens, ils vous sollicitent, vous faites un travail, vous connaissez le chemin et vous y allez. Et vous allez là où des fois la société n'a pas accès, ou n'a pas les relations, ou n'a pas la patience, ou n'a pas les codes. Demain, African Armure veut aller s'installer au Sénégal pour fabriquer ses produits et les distribuer dans l'Afrique de l'Ouest ou les rabattre en Europe pour les distribuer. Je peux appeler quelqu'un comme toi. Ouais. Que voilà, je cherche des fabricants, je cherche des usines pour bosser et tu fais ta prospection. Oui, c'est ce que je fais pour mon épouse. Mais en fait, moi, mon boulot, ce ne sera pas uniquement d'aider techniquement à l'implantation, c'est-à-dire le site, les équipements, le recrutement, après la mise en place de la distribution. C'est pas ça, c'est que en Afrique, il y a une particularité qui est que l'environnement est naturellement source d'opportunités. C'est quand il y a une société qui vient, si elle vient sur le même modèle que, par exemple, Zara ou H&M qui s'implante en Éthiopie, je suis pas d'une grande plus-value. L'opportunité, c'est comment faire que l'African Armure, par exemple, français, soit une autre armure au Sénégal. Et il y a quand même... et la première chose que j'essaie de faire comprendre à mes clients, parce que j'ai des clients qui viennent, par exemple, dire, voilà, je vais venir implanter une chaîne de magasins de cosmétiques. Voilà. Et en se disant, voilà, je vais faire des cosmétiques de luxe et je vais vendre ça aux gens qui ont les moyens. Et si c'était des gens qui étaient venus, par exemple, avec une étude plus objective, ils auraient déjà regardé si ce marché-là
convenait et est peut-être capable d'absorber une plus grande gamme de produits. Voilà, c'est que si on vend des cosmétiques, on peut peut-être vendre à des gens à différents pouvoirs d'achat et on voit des fois qu'à vendre au plus grand nombre apporte plus que quelques articles à des coûts supérieurs. Et quand on s'implante dans un pays, il faut avoir une vision claire et une maîtrise de l'environnement. Et cette maîtrise-là, elle est objective. Elle n'est pas en se disant, ouais, comme tu disais tout à l'heure, la famille, les employés. Les employés, ils sont les employés qu'on encadre et qu'on manage. La famille, c'est des choses qu'on gère. On a aussi des familles en Europe et on les gère, nos familles. Donc pourquoi pas les gérer en Afrique ? Mais d'après l'imaginaire, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que on veut que ce soit plus difficile. Après, après, les difficultés, elles sont partout. Et ces difficultés-là, soit on cherche une solution, on les applique, soit on les subit. Parce que dans l'esprit, beaucoup de gens rentrent, là je parle des petites boîtes, pour le coup, et ils rencontrent pas mal de difficultés à différents niveaux. Quelqu'un qui va acheter une maison, un appartement... je suis toujours dans l'imaginaire, mais voilà, les papiers, ça peut être compliqué à mettre en place, ou l'administration va être lourde pour atteindre les objectifs, ou sur certains autres pays, c'est carrément les bakshish et tout ça qui vont faire en sorte que tu puisses avancer ou pas. L'exemple, il est vraiment, c'est vraiment l'exemple auquel la plupart de nous, de nos familles font face. Ouais. Et souvent, contrairement à ce qu'on croit, la responsabilité de ces échecs vient de nous. Parce que quand on achète une maison en France... on ne la confie pas. Voilà. Et puis, on voit où est-ce qu'on achète. On a les documents du site. On a quelque chose de palpable. Non, il y a ce réflexe d'informel et de négligence. Moi, par exemple, j'achète une maison en France ou au Sénégal, j'aurai les mêmes critères. Et il ne suffit pas que quelqu'un m'appelle au téléphone ou m'envoie une photo, me dise voilà, c'est là le terrain, envoie l'argent. Il y a des notaires au Sénégal. Tu vois, et c'est obligé, comme partout, de passer par un notaire pour acheter un terrain. Il y a des entrepreneurs. On peut passer par des entrepreneurs et pas 2-3 maçons dans le quartier et leur faire construire une maison bancale. C'est que l'exigence qu'on a dans certains pays, on doit l'avoir dans les nôtres aussi. Et les réflexes, c'est ces réflexes-là. Et souvent, j'ai perdu des clients comme ça parce que je leur ai dit la vérité. Souvent, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Ou quand vous conseillez une société, vous leur dites voilà le plan, voilà la stratégie. Ils ne s'y appliquent pas en se disant non, c'est bon, si je ne lui donne pas ces documents-là à temps, il va attendre. Non. Des fois, c'est les mêmes exigences partout. Et si on avait la même rigueur ici et là-bas, on n'aurait pas les mêmes soucis. Moi, j'ai vu des gens acheter des terrains sans jamais demander les documents. En Afrique, il y a un document qui s'appelle État des droits réels. C'est le document qui dit à qui appartient le terrain. Mais pourquoi jamais ici ils vont acheter un terrain à quelqu'un sans qu'il ait la preuve que ce terrain lui appartient? Et moi, c'est des choses auxquelles j'ai fait face. Des gens arrivent, ils ont un projet, un bon projet, mais ils font ça avec une certaine... pas un amateurisme, mais... ils font ça à la cool, quoi. C'est laxiste, ils sont laxiste. Ils sont beaucoup plus légers. Mais c'est intéressant, ça. Donc après, tu as les grosses boîtes qui viennent, elles viennent conquérir des parts de marché, ou l'inverse, fabriquer pour peut-être revenir vers l'Europe. Non, elles viennent toutes pour leur pays d'origine. Le business, il n'y a aucune société qui fait du business avec l'Afrique pour l'amour de l'Afrique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils viennent gagner de l'argent et investir pour la plupart dans leur pays. On dit qu'en Afrique, il y a tout à faire. C'est vrai? On dit qu'en Afrique, il y a tout à faire. Pourtant, quand on rentre et qu'on veut faire, il y a aussi cette difficulté-là. Demain, je vais demain, je vais monter mon centre commercial. C'est pas comme ça.
Non, il y a une procédure, mais c'est tout à fait possible. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Ok. De la même manière que c'est possible en France de monter un centre commercial, c'est possible aussi au Sénégal. C'est encore plus possible au Sénégal parce que les besoins ils sont plus grands, le marché est moins saturé. Mais t'es pas limité en rien. Il n'y a aucune limitation. Non, il y a ta franchise, il y a des lois. Oui, c'est les mêmes lois, les lois du commerce, du code du travail. C'est les mêmes en France qu'au Sénégal. Les gens, quand ils ont les moyens, ils l'ouvrent le centre sans aucun problème. Ok. Sans aucun problème. Maintenant, il faut pas être dans un secteur qui est trop concurrentiel ou un secteur où on est face à un mastodonte qui peut vous écraser. Voilà. Mais maintenant, par exemple, là où moi j'ai vu des chaînes comme Carrefour, Auchan s'implanter au Sénégal ou dans d'autres pays, mais leur implantation, elle est pratiquement sur le même modèle que l'Europe. Alors que s'ils avaient optimisé leur implantation, ils l'auraient fait avec meilleure connaissance de l'environnement et en s'adaptant au maximum à l'environnement, parce qu'on a quand même nos modes de consommation. C'est-à-dire, quand on regarde l'architecture du magasin, quand on rentre dans le magasin, c'est comme les magasins ici. Alors qu'il est peut-être possible de faire quelque chose qui corresponde plus aux coutumes de consommation de nos pays. C'est là leur mauvaise adaptation pour ces grosses structures. C'est un choix. C'est qu'ils pourraient le faire, mais je pense qu'ils font tellement d'argent sans se fatiguer que... Pourquoi faire des efforts? Voilà. Optimiser, c'est un choix. Mais avec peu d'efforts, ils font des marges incroyables. Ok. Et avec toutes ces possibilités-là, avec toute cette capacité-là, c'est une question peut-être bête, mais on ne voit pas beaucoup de jeunes d'origine africaine qui sont là-bas, qui sont en Afrique et qui évoluent. C'est peut-être par rapport au portefeuille de départ qu'ils ont. Mais pourquoi autant... c'est pas forcément, la question n'est pas super nette, mais il y a beaucoup d'immigration. Alors qu'on peut travailler sur place, on peut construire sur place. Non, ça c'est ça le fond du problème. Je pense que c'est un problème de communication. Si les gens regardent vers les États-Unis, c'est parce que les États-Unis ils communiquent comme une destination de rêve. C'est-à-dire que quand on pense USA, on pense réussite, on pense rêve américain, on pense voilà tout ça. Nous, nos pays, on ne voit pas une bonne image. C'est-à-dire que moi, je me suis souvent disputé avec des gens dans l'administration ou en charge de la communication, mais ils ne font pas les choses pour attirer les gens. C'est comme si on prend basiquement le tourisme, la communication du Maroc pour le tourisme est 100 fois meilleure que celle du Sénégal. Alors que de la communication, c'est soi-même on est maître et on choisit l'image qu'on veut donner de soi. Si on ne donne pas une image attirante, il ne faut pas s'étonner que les gens ne viennent pas. Pourquoi nous, nos communautés ici? Pourquoi les jeunes? Je ne parle même pas de nos communautés parce que l'Afrique, comme les États-Unis, tout le monde se déplace aux États-Unis ou au Canada. Mais c'est attirant. Mais maintenant, pourquoi les gens ici ne pensent pas à aller investir? Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a ceux qui ont des difficultés, qui doivent monter des projets, qui ont besoin de financement. C'est possible. Mais il y a ceux qui ont déjà tout, mais qui ne regardent pas par là-bas. On a bien des exemples de sportifs ou d'artistes qui pourraient facilement se lever et lancer de gros business. Mais voilà, parce qu'il n'y a pas une étude objective. Ils disent qu'il y a plus de risques là, il y a plus de ci, il y a plus de ça, alors que ce n'est pas vrai. Moi, je suis arrivé au Sénégal avec des préjugés. Et j'ai vu que tout ça, ce n'était pas vrai. Parce que quand on étudie, quand on travaille, quand un client vous dit « oui, voilà, j'ai besoin de mettre un circuit de distribution, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y aura pas des blocages dans la chaîne? Est-ce qu'il n'y aura pas de soucis ?» Et que vous étudiez, que vous voyez que c'est trop simple. Parce qu'il n'y a pas toutes les difficultés, par exemple, en distribution, il n'y a pas toutes les difficultés qu'il y a ici en Europe. Quand on voit on n'a peut-être qu'une route, mais c'est plus facile de suivre son transport sur une route que sur 15 routes. Même certains de nos désavantages sont des opportunités. Exemple. Pour moi. Quand on parle de pays, on parle de nos pays comme des pays pauvres ou émergents. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils ont un retard. Mais vous, si vous venez d'un pays où vous avez vu cette avance
rien ne vous empêche d'utiliser cette expérience-là et de venir avec quelque chose qui est arrivé à maturité chez vous il y a 10 ans et qui n'arrivera à maturité dans ce pays-là que dans 5 ans. Et d'utiliser cette avance-là. Ben là, c'est le budget, alors, avec l'apport avec lequel on vient. Mais il y a aussi des difficultés au niveau de la corruption des pays, non? Ça ne joue pas beaucoup? Il n'y a pas que de la corruption, mais il y a aussi une mauvaise foi aussi. Non, il y a de la corruption, comme dans tous les pays. Moi, les plus gros corrupteurs et la plus grosse corruption que j'ai eu l'occasion de voir, c'est en France et la France. En France ici ou en France? Oui, en France ici. En France ici, ce qui est emploi fictif, c'est 10 000 fois plus que ce qu'on retrouve au pays. Ce qui est passation de marché frauduleux ou commission et rétrocommission, ils sont à une autre échelle. Nous, on entend plein d'affaires ici, on les voit pas, c'est pas présenté comme la même corruption que dans nos pays, alors que c'est exactement la même chose. Et ceux qui ont corrompu aussi, corrompent aussi dans nos pays. Maintenant, la corruption, c'est un frein quand on nie son existence ou on fait comme si elle n'existait pas. Mais quand on regarde un marché avec objectivité, on regarde tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien. Et quand on est face à un problème, on cherche la solution. Si le problème est la corruption, il y a une solution à la corruption. Enfin, quand on parle comme ça en théorie, ça a l'air simple. On pense qu'on y va et que tout va bien se passer, que c'est un marché comme les États-Unis ou comme les autres pays. C'est juste que si on est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire d'entreprise, de dire voilà, telles sont les règles, je dois les respecter et je vais me battre, il n'y a pas de raison que ça échoue. Voilà. Et même si on échoue, c'est un apprentissage. Et déjà la première chose à comprendre qui font que les gens se disent non, je ne vais pas aller investir en Afrique où il y a tel risque, c'est que les gens déjà ils sont focalisés sur la possibilité de l'échec, comme si l'échec ne fait pas partie de la vie. Si par exemple les gens entreprennent beaucoup plus dans les pays anglo-saxons qu'en France, c'est que dans la culture française, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de glamour, quoi. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un CDI, travailler, acheter une maison. Entreprendre, c'est déjà un risque pour eux. Donc tout ce bagage qu'ils ont acquis ici, c'est le même qu'ils transfèrent dans leur pays d'origine. Okay. Parce que moi, je connais des Kenyans, des Tanzaniens qui sont en Angleterre, mais ils sont 10 fois plus à rentrer dans leur pays, ou même à ne pas le quitter. Ils sont 10 fois plus à rentrer, oui, ou à ne pas partir. Ouais. Mais c'est des anglophones. C'est des anglophones. Donc ça, c'est une particularité de la francophonie. Oui, la francophonie, moi c'est mon opinion. Le problème de se calquer sur le modèle français, c'est de prendre les avantages et les inconvénients. Mais malheureusement, les inconvénients du modèle français sont encore plus pesants et plus difficiles dans nos pays. Voilà, nos pays, ils n'ont pas besoin de lenteur administrative. L'administration française est lente par définition. Ouais. Donc, dans des pays qui n'ont pas la même démographie, qui n'ont pas la même croissance, une lenteur administrative a plus d'impact négatif. Voilà, donc maintenant, il y a de très bonnes choses dans le modèle français. On parle souvent de la couverture médicale ou de la retraite, tout ça. Mais ça, c'est pour des pays qui ont certains moyens. Nous, on doit appliquer d'autres modèles. Par exemple, s'il y a des modèles de solidarité pour la santé, c'est d'autres types de modèles qui doivent être mis en place. Et c'est des modèles qui sont possibles à condition qu'on mette la fiscalité en face qui va avec. Et malheureusement, dans nos pays, culturellement, l'impôt, c'est un frein à son enrichissement, alors que techniquement, ça ne l'est pas. Moi, il y a des sociétés que je conseille. Je leur dis, mais au lieu de chercher à ne pas payer d'impôts, voyez comment utiliser ces impôts. Voilà, voyez avec l'État comment négocier et comment faire pour qu'il soit mis là où ça vous est c'est intéressant pour votre activité. Mais c'est là où ça fait mal, parce qu'on se dit que si l'État le prend, l'État va le bouffer.
L'État, moi, nos pays, là, tout ce qui se passe, c'est parce que... Au Mali, il y a pas mal de choses comme ça. Oui, parce que c'est les Maliens qui l'autorisent. Comme moi, quand je dis notre responsabilité, la responsabilité qu'on a, nous, dans nos quartiers, c'est la responsabilité qu'on a dans nos pays d'origine. Les choses se passent parce qu'on tolère qu'elles se passent, parce qu'on accepte ou parce qu'on est complice de la manière dont elles se passent. L'État y corrompt parce que beaucoup de gens récupèrent quelques miettes de cette corruption-là. Mais quand ils n'en veulent plus, ils bloquent. On a vu quand le peuple ne veut pas, il n'y a pas de discussion. Il ne veut pas, il arrête. Et hop, mais il y a beaucoup de choses qu'on laisse faire ici et là-bas, qu'on accepte. Voilà, la mainmise de notre économie par des sociétés étrangères, par des lobbies, tout ça, c'est des choses qu'on tolère. Voilà. C'est quelque chose qu'on tolère ou qu'on accepte. On n'a pas le choix aussi. Oui, à certains niveaux, on n'a pas le choix. À un certain niveau, il y a des choses qui se décident très loin de l'Afrique, qui sont appliquées en Afrique, qui sont imposées en Afrique. Mais à une échelle en dessous, il y a bien un moment où ça arrive quelque part où nous, on peut dire non. Mais malheureusement, puisque ça vient de tout en haut, des fois, on est résigné et on accepte. Plusieurs fois... Souvent. Oui, mais plusieurs fois, par exemple, sur un même dossier d'appel d'offres, vous avez des sociétés qui font des offres presque nulles, quoi. C'est-à-dire sans aucune valeur, qui gagnent le marché. Pas parce qu'ils ont corrompu tout ça, mais parce que l'État n'a pas le droit de dire non à cette société. Parce que derrière... Comme ça, c'est un deal, c'est un contrat. C'est pas un deal, c'est pas un deal parce que dans ce deal-là, il n'y a qu'un gagnant. Un deal, c'est deux personnes qui se mettent d'accord, qui gagnent. Là, une obligation. Voilà, là, c'est un coup de pression. Voilà. Si vous ne laissez pas cette société-là avoir le marché de l'eau, ou la téléphonie, ou de trucs, et ben de l'autre côté, toutes ces aides-là ou toutes ces facilités, vous ne les aurez pas. Mais ça, par exemple, c'est d'un pays à l'autre. Parce que si c'est plusieurs pays, c'est pas possible. S'il y a plusieurs pays qui proposent une ferme de la téléphonie sur l'Afrique, comment tu choisis le marché? C'est au pays le plus influent. C'est comme voir, faut voir ce que les États-Unis imposent à certains pays. C'est énorme. Sur le coton, par exemple, ou l'or. Le coton, l'or, la plupart des commodities. Faut voir. Beaucoup de pays ont leur précaré. Faut voir l'influence de l'Angleterre sur l'économie zimbabwéenne. On parle de la France et des pays francophones, mais chaque pays fait la même chose. C'est tout aussi dur. C'est pareil. Donc en termes d'émergence, on est quand même dans une... L'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est un gros marché. L'Afrique, c'est indéniablement le futur. C'est indéniablement le plus gros marché à venir. Mais il n'est pas pour les Africains. Il n'est pas pour les... Il n'est pas pour les Africains parce que les Africains ne se l'approprient pas. Parce qu'il arrive un moment où, par exemple, moi je suis rentré au Sénégal, j'ai travaillé. Des projets ont marché, des projets ont échoué, mais j'ai fait ma participation. Seul dans mon coin. Il y avait d'autres gens qui l'ont fait aussi seul dans notre coin. Mais si on était beaucoup plus, même sans être ensemble, on peut influer le marché. C'est-à-dire on peut l'influer de deux sens, par nos consommations, nos styles de consommation, ou par les entreprises et la manière dont on conduit les entreprises. Parce que même si vous avez une super grosse société... africaine. Non, des entreprises dirigées par des Africains, je dirais pas dans l'intérêt de l'Afrique, mais dans l'intérêt de son cercle d'Africains. Parce que moi, par exemple, quand je signe une convention avec une société, il y a des choses que je peux leur imposer. Parce que moi, ils établissent certaines règles, comme moi j'établis certaines règles. Et si je décide, par exemple, que si vous mettez en place une déchetterie dans cette région, eh ben, dans l'exécution de cette déchetterie, il faudra mettre un dispensaire ou mettre une route ou mettre une école.
dans toute la zone, vous devez équiper de tables, de chaises et de cahiers les écoles qui sont aux alentours. Ça, c'est des choses qui... Moi, j'entends ce que tu dis et je pense que ça se fait. Mais dans l'idée générale, je pense que c'est l'inverse. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de projets où l'afro s'impose sur son propre territoire. En fait, c'est qu'il faut multiplier les projets. Ce n'est pas la taille du projet. C'est qu'il faut, par exemple, qu'il y ait assez de gens qui regardent vers l'Afrique. Si on prenait, par exemple, si on prend depuis 1980 à 2020, le nombre de gens qui sont allés immigrer aux États-Unis, si tous ces gens-là, on prenait la moitié, on les faisait immigrer en Afrique, ça aurait forcément un impact sur le développement de l'Afrique, qu'on le veuille ou non. Mais les immigrés sont ceux qui ont beaucoup, en tout cas, Non, moi, je parle des Français, par exemple. Je parle des Français qui sont allés aux États-Unis. Des Français qui sont partis vivre aux États-Unis, voilà, au lieu d'aller vivre vers l'Afrique. Voilà. Tous ces gens-là, s'ils étaient venus en Afrique, ils auraient forcément influencé leur environnement. C'est de la même manière que moi, en rentrant, j'ai influencé le quartier où j'habitais. À mon échelle, je ne parle pas de grande influence, mais forcément, le fait d'y être, de travailler là-bas, on a forcément un impact, positif comme négatif, mais on a un impact. Mais si on multiplie ce nombre de personnes, l'impact il sera plus grand. C'est une réaction en chaîne. Si là, par exemple, au lieu de vendre, je vois beaucoup d'artistes qui font des événements ici, en France. Ils font beaucoup de tournées en France, mais ils ne font pas beaucoup de tournées en Afrique. S'ils faisaient le même nombre de tournées en Afrique et en France, forcément, il y aurait un essor du business là-bas. Mais ça, c'est dû c'est pour la sécurité, d'autres, c'est pour la paye. Non, moi, ça, c'est une volonté. Voilà, parce qu'il y a des artistes qui ne sortent pas de l'Afrique et qui tournent toute l'année en Afrique et qui gagnent autant ou plus d'argent que d'artistes européens. Ça, c'est un choix. Dans tout ça, moi, j'ai vu des réussites locales qui n'ont jamais eu d'influence avec l'extérieur. Ça marche dans l'artistique, dans le business, dans tout. On prend, y a des artistes que tu dois connaître mieux que moi-même. À quel moment ils se sont dit, tiens, mes chansons sont écoutées dans tel pays, je vais aller faire un concert là-bas. Parce que quand il y a l'aspect économique, peut-être le cachet, tout ça, mais la notoriété. Et aujourd'hui, on est dans des sociétés d'image. Il y a des artistes qui vont en Afrique juste pour l'image, pour l'impact, ce qu'ils peuvent capitaliser par rapport à ces tournées, aux événements qu'ils font là-bas, à leurs associations, à leurs fondations et toutes ces choses-là. Donc, il faut juste regarder dans cette direction-là. Mais le marché, il y est. Quand à taille égale, et ça, je l'ai expérimenté, si on prend le chiffre d'affaires d'un événement, d'un concert, ici, vous aurez peut-être 1000 entrées à 30 euros. Là-bas, vous aurez peut-être 30 000 entrées à 3 euros. À la fin, c'est le même chiffre d'affaires. Donc, et ça peut être même les mêmes bénéfices, ou si ce n'est plus. Donc, c'est juste une question pour moi, c'est une question de choix. On choisit une vie tranquille, sans risque, où on prend ses responsabilités et où on prend les risques. On prend les risques qui vont avec. Voilà. Mais on prend aussi les lauriers qui vont avec. Les lauriers qui vont avec. Et sur une échelle, il y a beaucoup de réussites. Il y a ceux qui partent s'installer, qui installent leur business. Il y a beaucoup plus de gens qui restent et qui y arrivent à la finale, ou il y en a pas mal qui rentrent. Quand les choses sont bien faites, le taux de réussite est plus important en Afrique qu'en Europe. Le taux de réussite est plus important. Voilà, ça, c'est à préciser, ça. C'est sûr. Vous ouvrez une boulangerie en France, vous ouvrez une boulangerie au Mali ou au Sénégal, vous appliquez les mêmes règles, les bonnes règles d'objectivité, d'études, de toutes les règles business, vous avez plus de chances de réussir au Sénégal. Il y a déjà moins de concurrence. C'est moins taxé en matière d'impôts et le marché est prêt à absorber votre développement. Ici, c'est très compliqué d'ouvrir une boulangerie et de devenir une chaîne. C'est pas du tout impossible au Sénégal. Il n'y a pas suffisamment de boulangeries. Il n'y a pas suffisamment de boulangeries. Je vais faire un coq à l'âne, ça me fait penser au projet de Econ.
Tu en penses quoi de la cité Mais c'est très bien. C'est très bien parce que Akon, il est aux États-Unis. Il a des financiers, il a des opportunités, il a une connaissance du marché américain comme du marché sénégalais. Il aurait pu construire cette ville au milieu du désert du Nevada, mais il a choisi d'aller vers l'Afrique. Après études, parce que ce type de projet-là, tu ne peux pas le faire comme ça, comme tu ouvres une boulangerie. Il y a des études, et les études lui permettent de dire c'est profitable, à moyen terme comme à long terme. Donc, à partir du moment où on mobilise les capitaux, qu'au niveau de l'administration, on a les agréments et les autorisations, rien n'empêche l'exécution d'un projet. Et même les problèmes auxquels on ferait face, comme souvent les gens disent, la famille, la corruption, toutes ces choses-là, chaque problème a sa solution. Donc, c'est le fait qu'il le fasse lui maintenant, dans 30 ans, les gens ils vont se demander, mais pourquoi on ne l'a pas fait? Il y a des gens ici, là, des artistes, qu'est-ce qui les empêchait de faire à taille égale ou moindre les mêmes projets? Ils achètent des appartements, des hôtels particuliers, des choses en France. Pour le même coût, ils construisent une résidence. Parce qu'après, à la fin, c'est quoi? C'est des locations, c'est des loyers qu'on perçoit. Voilà, c'est la même chose. Mais il ne faut pas appeler un cousin, trouve-moi un terrain et on ne demande pas les papiers. Il faut le faire sérieusement. Et pas de manière basique, aléatoire. Oui, salut toi. Voilà. C'est vraiment l'état d'esprit que beaucoup ont ou qu'on a avec le départ. C'est qu'on est dans la facilité plutôt que de se dire c'est la même rigueur qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis. C'est exactement ça. C'est vraiment, moi je pense que les gens qui rentrent ou qui ne rentrent pas, c'est un état d'esprit. Moi je pense que déjà je suis né au Sénégal, donc j'avais aucune appréhension à retourner, même si j'ai passé la majeure partie de ma vie ici. Mais à partir du moment où on regarde dans une direction, on verra des choses positives dans cette direction. C'est que malheureusement, les gens, ils ont des œillères, ils ne regardent pas. Ils ne se posent même pas la question à savoir est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est faisable? La stabilité politique aussi, elle joue. Non, la stabilité politique, moi, je pensais que ça jouait jusqu'à ce que je voyais des gens qui n'investissent qu'en Irak, qui n'investissent qu'en Afghanistan. Nos pays, quels qu'ils soient, ils ne sont pas plus instables que des pays porteurs de projets. Ah oui, tu as vu des gens qui investissent dans ces différents pays qui sont à gros risque pour le coup. Oui, il n'y a pas de pays plus risqués que des pays en guerre. Pourtant, les gens, ils investissent. Il y a énormément de gens qui travaillent en Libye aujourd'hui. Alors que moi, tu me dirais d'aller en Libye, je ne te dirais jamais. Mais nos pays, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ok. Et il y a beaucoup c'est pas ressortissant, le mot c'est l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui viennent au-delà de la France, des Français. Il y a beaucoup de Ricains qui vont sur l'Afrique, de Turcs. Américains, malheureusement, c'est les grosses sociétés. Les Américains, ils ne sont pas dans le voyage. Mais les Turcs, les Indiens, les Chinois, les Pakistanais, il y a vraiment, juste le Sénégal, on trouve pratiquement toutes les nationalités du monde. Des gens de partout qui viennent pour investir. Bélarus, Ukraine, enfin des pays auxquels on ne pense même pas. Si on s'assoit 1 heure à l'aéroport et on regarde les gens descendre, on se dit mais il y a le monde entier qui vient. Et ça, c'est pour un petit pays comme le Sénégal. Si vous allez en Guinée ou au Mali, c'est la même chose. Les gens, moi, à partir du moment où il y a des gens qui n'ont aucune attache, aucune raison de venir dans nos pays, ils viennent, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison qui nous impose à nous de regarder dans cette direction. Dans la direction. Nous qui avons des attaches, qui avons des... Parce que la famille, c'est vu comme un obstacle pour certains. Mais moi, c'est mon plus gros avantage. C'est ma famille en Afrique. Des oncles, des connaissances, des amis d'enfance. C'est ça la valeur ajoutée. Des clients viennent me voir juste parce que ma famille a accès à certaines personnes. Oui, mais c'est pour les autres familles qui n'ont pas ces accès. Mais toutes nos familles ont des accès. Toutes nos familles. Il n'y a pas de famille. Nous, on a la chance d'être dans un continent où la famille a encore de la valeur. C'est-à-dire que le lien, ton nom de famille, c'est une pièce d'identité. C'est comme une page Wikipédia. Quand tu dis ton nom de famille, voilà. Quand tu dis ton nom de famille, tu es identifié. Voilà. Et la personne, moi, il y a des gens du gouvernement, je suis là, j'attends, ils me font attendre pendant des heures. Après, ils me voient, je leur parle,
ils s'excusent pas rien. Je leur dis le nom de famille de mon père ou de ma mère. Étant donné que c'est le nom de quelqu'un de leur famille, ils s'excusent. Alors que jamais ils l'auraient fait. Mais ils le font en se disant, ah, il y a un lien qui m'oblige à avoir un certain comportement avec cette personne. Et avec les étrangers, ils font comment alors? Les étrangers, ils voient les euros. Donc ils s'excusent en fonction du portefeuille. Non, en fonction de leur éducation. Et ces différentes cultures, ces différentes nationalités qui viennent, ils travaillent tous plus ou moins de la même façon. Ils ont. Non, c'est totalement différent. C'est totalement. Enfin, j'ai appris beaucoup en travaillant avec des sociétés d'origine différentes et on voit que chacune de leurs origines leur donne un mode de fonctionnement. Comme je disais, travailler avec une société asiatique, ça n'a rien à voir avec travailler une société turque ou une société française. Le process de décision, quand on travaille avec une société asiatique, on n'a pas les réponses dans les mêmes délais qu'une société turque. Une société turque, on va vous répondre peut-être en 48 heures parce qu'il y a une ou deux personnes. Une société asiatique, vous pouvez attendre une semaine la réponse. Parce que la personne qui est en face de vous, c'est pas forcément le decision maker, la personne qui décide ou il décide collégialement. C'est pas les mêmes modes de décision. Donc il faut s'adapter. Les boîtes là-bas s'adaptent à toutes ces différentes nationalités. Moi je suis un prestataire, donc je suis obligé de m'adapter au client. Si le client est roi, je dois le satisfaire pour que la mission aboutisse. Et comment ils viennent? Ils viennent de quelle façon ces clients? Ils viennent en se disant, bon, il y a un marché, on a une idée, où ils sont précis sur leur projet et ils savent où aller. Et toi, tu n'as plus qu'à te dire, OK, je les guide, je les dirige. Ou c'est plutôt, ils viennent en territoire conquis aussi pour certains. Ça, c'est les Français. Ça, c'est les Français qui arrivent ils arrivent dans une colonie. Ils arrivent. Donc, en fonction des nationalités, la façon d'arriver sur le marché. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les Français arrivent, travaillent avec des sociétés françaises, ont des associations de sociétés françaises. Ils travaillent dans la continuité de l'État français, d'une ancienne colonie française où on applique les modèles français parce que c'est la même législation. Mais c'est grave ce que tu dis, ou important en tout cas ce que tu dis. Non, moi je trouve rien. Ce qui est grave, c'est les conséquences. Que les gens viennent et travaillent à leur manière de travailler, disons que c'est leur droit. Mais après nous, à nous de décider comment nous travaillons avec eux et ce que nous acceptons de venant d'eux. Maintenant, les anglophones, ils viennent, c'est tout à fait différent. Ils viennent. Bon, faut savoir que toutes les grosses boîtes ont déjà des études. Ils viennent jamais sans avoir étudié un marché ou avoir une petite société ou une de leurs filiales qui a déjà une expérience locale. Aucune grosse société ne vient en disant on va prospecter. Ils viennent en sachant exactement dans la finalité ce qu'ils aimeraient. Après, nous ou quelqu'un comme moi n'intervient que sur le chemin. Mais on vient pas, moi je donne pas d'idées aux gens. Les gens, ils arrivent souvent avec une idée et souvent des idées, des super bonnes idées. Maintenant, c'est le chemin dans un espace précis. C'est qu'eux, ils ont déjà leur création, leur parcours, leurs machines, leurs équipements. Vous venez dans un chemin qui est le chemin pour tel appel d'offres ou le chemin pour telle implantation ou le chemin pour tel marché. Ou même des fois, ils sont implantés à Dakar et ils veulent s'implanter au Mali. Et il y a une bonne expérience à Dakar et voir quel est le chemin pour s'implanter à Bamako. En fonction de l'origine de l'entreprise, d'où elle vient, ils cherchent des chemins qui sont complètement divers. Ils ont chacune leur culture d'entreprise. Voilà, culture d'entreprise, ils ont chacune leur culture d'entreprise. Après, si c'est des grands groupes, ils travaillent par rapport aux besoins de leur état d'origine. Okay. C'est en fonction du besoin de l'état d'origine, je l'entends. Et quand c'est des jeunes, parce qu'il y a beaucoup, en tout cas pour les Français, il y a beaucoup de jeunes de quartier ou d'autres environnements qui rentrent aussi travailler. Oui, il y en a plein qui ont des superbes idées. Avec ils ont aussi un état d'esprit, un mode de fonctionnement qui est commun ou c'est hyper divers? Non, c'est divers, mais la chose, le côté français malheureusement qu'on a, c'est que quand un jeune des quartiers ici vient
pour investir en Algérie, au Maroc, en Afrique de l'Ouest ou s'il est d'Afrique de l'Est. Il vient en se disant, comme le français vient dans un précaré, lui, il vient limite dans un marché qui lui est peut-être acquis. Voilà, ils viennent avec une prétention bien française, même si c'est des gens originaires de l'immigration, mais ça, c'est malheureusement... C'est intégré, parce que c'est l'état d'esprit qu'on a tous les jours ici en France. Et moi, ce que je trouve malheureux, c'est qu'ils n'apprennent pas assez de ce qu'ils appellent les locaux, parce qu'en fait, il n'y a pas de locaux. Ces gens-là, c'est les gens. C'est nous, on peut nous dire qu'on est des rapatriés ou des je sais pas, mais eux, c'est pas des locaux, c'est eux les gens. C'est pas eux qu'on doit qualifier. Voilà, quand un Allemand il vient en France, il dit pas c'est des locaux. C'est l'Allemand qui est en France et c'est des Français. Voilà, quand on vend en Afrique, il faut voir les gens comme une source de connaissances. Pas se dire qu'on va venir leur apprendre des choses. Parce que moi, je vois des gens... Il y a un manque de respect. C'est pas, ils les respectent, mais c'est une prétention qu'on ne devrait pas nous avoir, surtout avec notre histoire et avec des gens qui sont comme nous en face. Moi, je vois des jeunes de quartier qui rentrent au Sénégal et qui disent que tel Sénégalais ou tel Malien, c'est des blédards. Mais eux, ils sont dans leur pays, c'est eux qui correspondent à leur pays. C'est nous qui venons avec des... On arrive un peu chauvin, on arrive un peu gonflé, prétentieux. On est meilleur que les gens... on pense être meilleur qu'eux. On pense être meilleur que les gens qui sont sur place. On pense connaître les choses mieux qu'eux, maîtriser les marchés, les technologies, comme font les Français. On sait qu'ils sont meilleurs que les gens qu'on a trouvés là-bas. On a déteint, c'est une partie de notre culture, le côté français. Voilà. Donc on arrive aussi avec malheureusement que cette double culture qui nous fait faire des erreurs. Voilà, et cette double culture, normalement, c'est un double avantage. C'est qu'on doit arriver avec ce qu'il y a de bien d'ici et étant donné qu'on est de là-bas, absorber aussi ce qui vient de là-bas. Voilà, donc... je pense qu'il faut déjà faire preuve de plus d'humilité et toujours regarder, se rattacher à notre culture. Parce que malheureusement, moi je le vois, en étant resté ici longtemps, il y a plein de choses que de réflexes ou de codes que je n'avais plus et que j'ai dû réapprendre en rentrant au Sénégal. Et je me suis réapproprier ma culture et pouvoir l'exécuter de la meilleure manière. Et tu la transmets? Tu es dans la transmission de cette culture? Oui, mes filles, elles sont aussi blédardes que moi. Hein. Aussi blédardes que toi. Et le reste, ton environnement? Maintenant, mon approche, par exemple, y a certains réflexes que je n'avais pas quand j'étais ici. Je suis rentré au Sénégal. En revenant en France, je les applique ici avec les gens. J'ai le comportement... des gens du Sénégal avec mes frères et mes consoeurs français. Ok. Ton bad buzz, ta plus mauvaise expérience dans l'entrepreneuriat, que ça soit d'ici ou là-bas? Il y en a beaucoup. Hein. Donne-nous-en une belle, parce qu'on sait que les échecs sont des expériences. Il faut aussi que ça t'a permis de te relever, quoi. En fait, c'est la mauvaise expérience, c'est la naïveté. Voilà, c'est déjà de faire confiance trop facilement à des gens. Parce qu'on les connaît depuis longtemps, mais on les voit dans des environnements différents. C'est par exemple travailler pour une personne qui souhaite par exemple rentrer dans le gouvernement. Vous travaillez avec cette personne jusqu'à qu'elle arrive à son but et vous attendez un renvoi d'ascenseur ou continuer cette collaboration et voir que cette personne, une fois qu'elle a atteint son but, elle vous jette comme un Kleenex. Une fois le but atteint. Ouais, alors que vous êtes pour beaucoup à l'origine de cette réussite. C'est une réussite commune, mais voilà. Ça arrive très souvent et partout. Oui, ça arrive très souvent et partout. Mais quand ça arrive chez soi, dans son environnement, c'est plus simple que quand ça arrive quelque part où on n'a pas la maîtrise de l'environnement. The better, le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir... L'une de tes meilleures actions.
Mariage, 2 enfants. Et dans l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat, c'est faire des choses utiles. C'est que faire quelque chose et quelques mois après, voir à quel point ça a servi aux gens. Et quand il y a des gens, quand ils vous remercient, enfin souvent vous faites quelque chose, on vous remercie, mais il y a des personnes, quand ils vous remercient, vous en arrivez à vous dire que c'est peut-être pour ça que je suis sur Terre aujourd'hui. On peut dire que ce que tu viens de nous dire là, c'est ton sens de la transmission. Je ne sais pas si c'est... Enfin, maintenant, moi... Suivre les boîtes, ça, c'est aussi leur apporter ce plus qui leur permet d'avancer, de rentrer dans leur pays ou de découvrir un nouveau pays et de se développer. Moi, si je pouvais, je travaillerais qu'avec des gens qui veulent rentrer dans leur pays d'origine. Je ne travaillerais pas avec des grosses boîtes qui viennent prendre des parts de marché que d'autres gens plus proches de nous auraient pu faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans leur pays d'origine. Mais ils ne le font pas. La peur, toujours. L'apport, le financier. Non, c'est la volonté. La volonté. C'est plus basé sur une volonté. Oui, c'est plus basé sur une volonté et une sensibilité à l'entrepreneuriat. Les gens, ils veulent entreprendre avec un parachute, sans risque. C'est pas possible. Le business, c'est le risque. C'est comme le sport. Sans effort, il n'y a pas de résultat. Sans effort, il n'y a pas de résultat. Et au niveau de... bon, là, on a quand même fait bien le tour. Tu as ton idée du travail qui peut être fait sur le territoire et ici. Tu conseilles aux gens donc d'y aller. D'après tes dires, on est... Il n'y a pas à réfléchir une seconde. Il n'y a même pas à réfléchir. Non, il n'y a rien à perdre. Il n'y a pas à réfléchir. Non, j'ai pas vu. Chaque fois que je découvre un pays, je trouve qu'il est mieux que le mien. Il y a trop de choses. Et on peut aller dans des domaines qui ne sont pas ces domaines d'origine. On peut se lever et dire tiens, je vais aller faire de l'agriculture. Alors que j'ai jamais... tu dis agriculture, un des associés de Econ, John Young, son développement de culture au niveau de l'agriculture. T'en penses quoi? C'est très bien. Mais c'est super. Ça a l'air bien. énorme. J'ai pas tout suivi, mais... Non, c'est que ils font des choses qui devraient être initiées par l'État à la base. À la base. Voilà. Parce que l'État lutte contre comment on appelle ça c'est quand les gens quittent les campagnes pour aller en ville. Là. Voilà. On déserte les... Voilà. C'est à la base... on a des terres, on a de l'eau, on a du soleil. Mais de la même manière qu'au début, on disait que l'État devait aider à l'accessibilité à la culture, nos États doivent aider à l'accessibilité à l'agriculture. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'en communication, enfin en image, les gens préfèrent travailler dans un bureau. C'est mieux vu au niveau de la société que d'être dans un champ plein de boue. Il y a aussi des vraies difficultés. J'ai, pas personnellement, mais rencontré un fabricant de lait qui a créé sa ferme au Sénégal, qui produit donc du lait, qui veut revendre dans les petits commerces du Sénégal. Mais il ne peut pas développer son business parce qu'il y a des marchés européens, ou asiatiques, qui tiennent le lait, c'est européen. C'est européen. Le blé, c'est européen. Qui tiennent le marché et il a énormément de mal à se développer. En fait, ça, c'est justement les carences de nos États. C'est que normalement, un État, il doit toujours soutenir un business local avant de soutenir un business international. Parce que si on parle de création de richesse, de création d'emplois, une société locale créera toujours plus de richesse et d'emplois dans sa zone d'activité. Malheureusement, beaucoup de nos États, ils préfèrent avoir des devises. C'est aussi un problème par rapport à notre monnaie. Ils préfèrent avoir des devises, de l'argent qui gagne au niveau du port, c'est-à-dire importation et exportation, que d'avoir une meilleure assiette fiscale des sociétés qui sont sur le terrain. C'est dû à quoi, ça? Ça, c'est des choix, c'est des choix et des lobbies. C'est les lobbies. Il y a des gens, ils vont vous dire, ils vont vous faire croire, tout le monde est au courant de la campagne que Nestlé avait pour que les femmes donnent du lait en poudre à leurs enfants au lieu de les allaiter. C'est pas bon, ça. Mais non, mais ça, personne. Tout le monde sait que
il n'y a pas mieux que l'allaitement. Mais pour vendre du lait en poudre, vendre du lait pour les enfants, ils ont fait imposer ces campagnes. Ils ont fait croire que les gens, en allaitant, il y avait moins de bénéfices nutritionnels pour le bébé, alors que les gens n'avaient pas accès à l'eau, ils donnaient de l'eau qui était pas bon, et ils ont augmenté la mortalité des enfants par rapport à des choses comme ça. C'est des lobbies. Voilà. Et maintenant, pour ces lobbies-là, de la même manière qu'ici, les gens, ils poussent les gens à consommer bio, consommer durable ou intelligent, dans nos pays, il faut que le lait produit par des Sénégalais reviennent moins cher que le lait importé par des importateurs qui ne sont même pas sénégalais. Ils le produisent localement et pour le coup, ça revient plus cher que du lait importé. Mais qui n'est pas local. C'est technique. Si ça vous revient moins cher d'importer 1 tonne de lait que de produire 1 tonne de lait, c'est à l'État de rectifier. Oui, parce que là, il y a beaucoup... L'État, soit il fait des abattements fiscaux aux producteurs de lait local, soit il augmente les taxes. Mais il fait l'inverse, pour le coup. Il fait l'inverse parce que... Il renforce le local, il le charge. Ouais, Pour décharger les produits qui viennent aussi de l'extérieur. Non, c'est juste qu'il préfère récupérer de l'argent tout de suite à la douane qu'à la fin d'un bilan au niveau des impôts. C'est tout. Ok, mais on n'a pas fini sur ce petit détail-là. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes? Aux jeunes? Ouais. Moi, déjà, je leur conseillerais... Aux jeunes entrepreneurs. Déjà, c'est d'entreprendre. Que ce soit ici, ailleurs, où ils veulent sur cette planète, c'est déjà d'entreprendre. D'y aller. Oser. D'y aller. Même si tu as ton petit travail, ton salaire à côté, c'est déjà d'entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, tout est succès. Même les échecs, c'est dur, hein, on perd de l'argent, on perd du temps, on perd plein de choses, mais il y a toujours un résidu qui est bénéfique. Moi, j'ai monté plein de boîtes, il y a la moitié qui ont ou pas fait long feu ou qui sont cassés la gueule, mais il y a toujours ce résidu-là que j'utilise dans mes nouvelles activités, et certaines opportunités que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à certains de mes échecs. Ça, quand les gens le disent, on se dit ouais, c'est des belles phrases, c'est des belles citations pour Facebook, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Entreprendre, une fois qu'on le fait bien, surtout dans nos pays, c'est des réussites qu'on n'imagine même pas possibles. On ne se dit pas, je vais pouvoir investir 10 000 euros et me retrouver millionnaire au bout de 2 ans. Des gens, ils se disent non, c'est pas possible, alors que c'est possible. Que c'est possible. Je vais investir mes 10 000 euros. Ouais, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et plus on sera à investir, plus ça va sécuriser le marché. C'est ça. C'est la clé de notre réussite individuelle, c'est la réussite collective. Réussir à maîtriser le marché, on ne maîtrise pas notre monnaie. En tout cas, la monnaie du pays, elle n'est pas maîtrisée par eux. Donc, non. Ce qui est pour moi, qu'on ait 1 milliard d'euros ou 6 milliards CFA, c'est la même chose. Non, c'est pas la même personne qui tient le. Oui, mais l'argent qu'on génère, la valeur qu'on crée, c'est la même valeur. Oui. Après, on choisit où est-ce qu'on la met. Là, pour le coup, ils choisissent pas. C'est en CFA, ils travaillent en CFA. Non, mais après c'est régulé, quoi. C'est pas toi qui décides. C'est régulé, mais l'euro est régulé, le dollar est régulé, le yuan est régulé, toutes les monnaies sont régulées. Oui, mais par la... Je veux dire, ils sont pas souverains. Non, mais le dollar, c'est une monnaie qui est utilisée dans le monde entier. Même la monnaie la plus forte au jour d'aujourd'hui, c'est le dollar. Même ça influe sur la monnaie asiatique comme ça influe sur la monnaie européenne. Personne n'est totalement souverain de son économie. On est tous en interaction avec les autres économies. Cette échelle-là d'économie, ça ne nous touche pas, nous. Ça ne nous influence pas, nous, dans nos activités et dans nos entreprises. Entreprenons, mettons en place des business, essayons de développer nos business et on influera forcément dans la bonne direction notre économie générale. Plus il y aura de jeunes là qui vont venir investir au Sénégal ou au Mali ou en Guinée, plus ça va solidifier nos économies. Il y a une tendance particulière sur un type d'entreprise particulier. Vers quel genre d'entreprise les gens connaissent? Bon, moi je trouve ça dommage, mais la plupart, par exemple, si on prend les jeunes ici, dès qu'ils pensent à l'Afrique, ils pensent à commerce de luxe,
où, par exemple, l'idée, là, soit ils ouvrent un restaurant, soit ils amènent des véhicules. C'est les choses où c'est quand même limité en création de richesse. Ils pensent pas par exemple, ils pensent pas à l'agriculture, comme on parlait. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui ont des familles, qui ont des terres, des hectares, qui sont là-bas, qui ont accès à des machines, mais ils vont pas aller pour faire les paysans. Alors que c'est des fois plus profitable que d'amener des Range Rover au Sénégal ou ailleurs. Il faut voir l'économie du pays, comment ils les besoins. Il faut étudier le pays, il faut comprendre le pays, il faut voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Mais voilà, les gens... aujourd'hui, avec l'uniformisation, la globalisation, les gens, ils ont des modes de consommation qui se rapprochent le plus les uns des autres. Donc, ce qu'on arrive à produire et à faire et à distribuer ici, il y a un moment où il y aura ce besoin-là chez nous. Je vois. Ok, très bien, Mamely. Content d'avoir eu cette discussion avec toi. Plaisir. Je vais finir et te laisser le mot de la fin. Donc moi, je vais remercier mes sponsors, qui est la Lazinerie, Studio Majorel, African Armure et Vibe Optique, qui me permettent de créer ce podcast pour aller dans la culture de la réussite. Tu as vu, aller dans un élément où on prend de la matière, comme cette discussion avec toi, pour donner encore un peu plus de munitions à ceux, en tout cas, qui veulent travailler sur, là, je te dirais, de l'export d'ici vers l'Afrique, ou des gens qui veulent rentrer au pays, qui veulent travailler. Il y a de l'espoir, il y a des idées. L'idée, c'était de faire voir qu'il y a des capacités. C'est pas des capacités faciles. C'est pas la fête, t'arrives pas, tu claques des doigts et tout se passe comme prévu. Mais par contre, il y a un gros marché, peu importe où sur le territoire de l'Afrique, il y a un gros marché, il y a des choses à faire, mais c'est pas comme ça, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et pas que la famille. Ouais. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Déjà, c'est une très bonne initiative de partager, de transmettre et de motiver les gens à regarder dans une certaine direction et à entreprendre. Ça, et comme je le dis, qu'ils entreprennent ici ou ailleurs, c'est forcément une bonne chose. Ensuite, moi, je vous conseillerais tous de regarder vers nos pays et de voir ce qui peut y être fait. Et de discuter avec nos parents ou nos familles pour mieux les connaître. Et après, prendre peut-être 15 jours dans son année, au lieu d'aller à Punta Cana, aller dans son pays et faire un voyage de repérage et d'études. De voir par ses yeux et d'aller demander les renseignements. Et les renseignements existent, Internet existe. Et déplacez-vous, allez voir par vous-même. Et pour ceux qui ne sont jamais allés dans leur pays d'accueil, faites-le. Parce qu'il ne faut pas le faire quand on a 40 ou 50 ans. Faites-le maintenant, regardez. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire. Faisables. Voilà, c'est pas du rêve. C'est pas du cinéma, quoi. C'est réel. On peut aller là-bas, travailler, y vivre et avoir un mode de vie aussi agréable qu'on a ici. Et travailler avec les étrangers, les entreprises étrangères, s'adapter à leur mode de fonctionnement qui est différent en fonction des pays et de leurs besoins. Et aussi une chose, c'est que ne voyez, quand je vous dis votre pays d'origine, moi, je parlerai plutôt de votre continent d'origine, c'est-à-dire que vous pouvez être malien et monter un projet en Côte d'Ivoire ou au Kenya ou en Éthiopie. C'est que le continent, Dieu merci, il est ouvert à nous tous. Donc, allons-y. Allons-y. À bientôt là-bas. Merci, à bientôt. Ouais. Allez, ciao. C'était P The Builder avec Mamely. Ciao. See you soon.